Rosaria Maria Vital est architecte, elle enseigne la restauration à l'école d'architecture de Syracuse à l'université de Catane. Et donc, elle a mené ses recherches, donc il y a eu d'abord une thèse consacrée à la restauration, aux restaurations en France durant les années 1970-2000, et elle travaille donc sur les rapports entre utilisation du béton et restauration des monuments. Et votre conférence donc va se focaliser sur certains cas, et notamment la reconstruction de la cathédrale de Reims. Vous allez nous parler aussi du compagnie de Saint-Marc. Voilà. Donc, comme on est très dans la nécessité d'être ponctuel, je laisse tout de suite la parole. Merci. Je voudrais remercier le comité d'organisation, Carmen Popescu, et mon collègue et ami Antonio Bruculeri pour cette invitation. Ma communication s'inscrit dans le cadre d'une recherche d'histoire comparée sur la restauration en France et en Italie, à laquelle je travaille avec Franca Malservici, à laquelle je souhaiterais également exprimer mes remerciements. Dans le deuxième entretien, Viollet-le-Duc formulait une exhortation explicite à l'expérimentation des techniques nouvelles. Les nouveaux ne peuvent consister que dans l'emploi des moyens inusités avant nous, à des formes déjà trouvées, mais sans mentir à ces moyens. Restauration et projet architectural n'étaient pas des activités différentes, mais des aspects complémentaires du profil culturel de l'architecte du XIXe siècle. Les mêmes outils lui permettaient d'intervenir sur les bâtis anciens ou de concevoir la nouvelle architecture. Mais qu'est-ce qu'il arriva lorsque les techniques nouvelles et l'ingénierie firent leur entrée dans le domaine de l'architecture? Comment les innovations technologiques ont influencé la discipline de la restauration? Telles sont les questions principales auxquelles nous allons tenter de répondre. En France, les restaurations du XIXe siècle ont représenté d'une part les moyens les plus formidables dans les processus de patrimonialisation et de valorisation des monuments nationaux. D'autre part, elles ont servi à consolider l'idée d'une rationalité intrinsèque des monuments médiévaux, en particulier gothiques. La restauration, comme un bras de l'histoire, mettait en œuvre les hypothèses historiographiques en essayant en même temps de le vérifier grâce à l'intervention. Il est précisément dans le cadre de cette interprétation rationnelle de l'édifice gothique qu'on comprend l'intransigeance de Viollet-le-Duc, qui réputait puéril de reproduire une disposition éminemment vicieuse. De la même manière, on peut comprendre comment, pour le restaurateur, il était possible d'introduire des améliorations ou des perfectionnements des matériaux et des techniques de construction. Son invitation à employer des moyens inédits devrait donc être interprétée de manière large. Au même titre que la nouvelle architecture, le chantier de restauration était un lieu d'expérimentation, à condition de répondre aux principes de rationalité et de correspondance entre forme et fonction, qui demeuraient les clés d'interprétation principale de la construction médiévale. À l'ouverture du XXe siècle, lorsque l'historicisme commença à épuiser son élan héroïque, l'apparition de nouvelles technologies provoqua un bouleversement des langages et des pratiques artistiques. Par un chemin parallèle, les architectes restaurateurs participèrent activement à l'expérimentation du béton dans le chantier de restauration. La reconstruction du patrimoine ravagé par la Première Guerre mondiale permit une diffusion rapide de sa technique. En Italie, par contre, la fin du XIXe siècle est marquée par une évolution vers des démarches qui portaient plus d'attention à la valeur historique et artistique des monuments. Les monuments n'étaient plus des modèles, expression d'un style ou de la rationalité constructive, mais ils étaient considérés plutôt des documents d'une période de l'histoire et de la culture, comme des œuvres d'art. Cependant, la conservation de ces valeurs historiques, documentaires, artistiques demeurait surtout confiée à la préservation de l'aspect visible de ces édifices, même si marqué par les signes du temps. L'utilisation des renforcements cachés était admise si l'aspect extérieur était préservé. Les premières applications du béton montrèrent donc une grande confiance dans les possibilités d'application des techniques modernes à la restauration des bâtiments historiques. Les bétons armés
dont on ne percevait pas encore le potentiel de transformation du processus de construction et de conception spatiale, semblait comparable à d'autres technologies, tirants métalliques, chaînage, charpente et ferme de conception nouvelle, tout en étant bien plus performants. En Italie, comme en France, la naissance du rôle professionnel de l'ingénieur n'est pas justement dépourvue d'effets sur le plan de l'intervention sur les bâtiments historiques. Citons par exemple en Italie les querelles liées à la double attribution des compétences sur les monuments ou sur intendance responsable des questions artistiques et au génie civil chargé des problèmes structurels. Mais comme l'a bien démontré Chiara Calderini, il ne s'agissait pas seulement d'un conflit institutionnel. L'autorité croissante des ingénieurs et leur rôle dans les commissions publiques sont les témoignages les plus tangibles du crédit que ces scientifiques de la construction commençaient à acquérir. Si l'on revient en France, quelques décennies auparavant, la querelle sur la cathédrale de Bayeux peut bien représenter l'opposition entre la culture des ingénieurs et celle des architectes restaurateurs, ainsi qu'entre les deux modèles de formation. L'école centrale, je cite Viollet-le-Duc, envoie ses élèves visiter le chantier, examiner les procédés, analyser nos vieux monuments. Elle se trouvera en matin la véritable école des beaux-arts. Mais cette affaire de la cathédrale de Bayeux n'est pas moins intéressante pour l'implication de l'opinion publique dans le débat et même dans les résolutions. Flasha et son équipe réglèrent la question et sauvèrent la tour lanterne, tout en désavouant les hypothèses sur les désordres structurels qui dérivaient, selon Viollet-le-Duc et Ruprecht Robert, du poids de la tour lanterne du XVe siècle. Il s'agit d'une partie de construction tardive par rapport à l'ensemble de l'édifice, donc l'hypothèse d'une incohérence structurelle semble bien dériver d'une incohérence formelle. Le rapport de Flasha opposait la rationalité concrète de l'observation sur le terrain à la rationalité abstraite des principes de construction du gothique tels qu'interprétés par Viollet-le-Duc. Il n'existe aucun désordre ni dans la fondation ni dans la partie supérieure de la tour. Les désordres sont évidemment la conséquence de la mauvaise construction de ce pilier. Il convient aussi de souligner que la préférence accordée à la restauration du monument par rapport à sa reconstruction ne dérivait pas de l'adoption d'une technique nouvelle, mais de la reconnaissance de la valeur historique des nombreux souvenirs qui se rattachent à sa longue existence. En plus, l'enquête menée par les ingénieurs permit de découvrir les traces de la cathédrale romane. Même sur le plan de la recherche archéologique, l'échec des architectes du service diocésain fut remarquable. Presque un siècle plus tard, on peut deviner un ressentiment à peine dissimulé dans les paroles de Paul Léon. Si depuis lors les ingénieurs ont continué de s'associer au progrès de l'archéologie, du moins la grande autorité prise par les architectes des monuments historiques a-t-elle depuis longtemps rendu toute collaboration inutile. Outre l'application aux fondations, le ciment fut d'abord utilisé pour les maçonneries désagrégées et après pour insérer des éléments ponctuels conçus comme des interventions locales visant à améliorer la logique globale de la construction. Ainsi, en 1906, à Reims, il fut possible de soulager la grande rosace à travers la mise en place d'une épine qui reliait les tours de la façade. Et le même type d'intervention peut être retrouvé en 1908 en Italie dans la façade de la cathédrale de Como. La technologie nouvelle était donc admise lorsque les moyens du chantier traditionnel semblaient incapables de fournir de réponses appropriées. En effet, des systèmes de renforcement ou de confortement, même visibles, n'étaient pas inédits ou ignorés par les techniciens du XIXe siècle. Néanmoins, l'idée raskinienne de la consolidation comme une sorte d'orthopédie architecturale apparente des béquilles demeurait impossible à concevoir. En bref, un édifice restauré devait se tenir debout par lui-même. Et c'est là, comme nous le verrons, même au prix d'introduire des artifices
qui changeait radicalement son comportement structurel. Les nouveaux siècles s'ouvraient donc sous les signes de nouvelles interactions entre l'art et la science de la construction. Certains événements catastrophiques agirent comme des catalyseurs pour la diffusion plus massive et globale du béton de le chantier de restauration. Le 14 juillet 1902, le clocher de San Marco à Venezia s'effondra et dans la même nuit, le conseil municipal décréta sa reconstruction. C'est avec le célèbre slogan « Com'era, dov'era », comme il était, là où il était, que le maire Grimani inaugura la cérémonie de pose de la première pierre le 25 avril 1903. Immédiatement après l'effondrement, l'archéologue Giacomo Boni commença à cataloguer les décombres et à étudier les sols et les fondations pour vérifier leur solidité et la capacité de soutenir la charge du bâtiment à reconstruire. L'opportunité d'élargir la base ressortit de ces enquêtes ainsi qu'un avis positif sur les sols de fondation. La structure du clocher était constituée par 8 piliers à l'intérieur, reliés par des arcs qui soutenaient les escaliers sous voûte, revêtus par une enveloppe de maçonnerie en briques. Luca Beltrami, historien et ingénieur, chargé de l'enquête sur les aspects techniques de la reconstruction, formula des hypothèses précises sur la dynamique de l'effondrement. L'un des 8 piliers, déjà consolidé avec un enlacement métallique, s'écroula le premier. Il entraîna l'effondrement des autres piliers. La violence de la chute détermina l'ouverture de l'enveloppe externe en briques le long de la ligne de fenêtre de l'angle nord. La rupture de ces parois extérieures provoqua l'effondrement général et la chute de la chambre de cloche et du couronnement. Le diagnostic de Beltrami porta sur les défauts de la construction du clocher. En premier lieu, la dimension insuffisante des piliers et en deuxième lieu, les fenêtres situées aux angles de la construction. De ce constat dérivèrent les solutions possibles d'amélioration: l'élargissement de la fondation, la création des murs intérieurs et extérieurs en briques avec une diminution progressive d'épaisseur de ces murs, la connexion entre les deux enveloppes par le système de rampe, l'interruption de la structure interne à l'auteur de la chambre de cloche, cette dernière appuyant seulement sur les parois extérieures. Un système d'arcs superposés aurait allégé les couronnements et reconduit la charge sur les angles de la tour. En juin 1903, Beltrami démissionna, mais ses idées furent reprises par la commission dirigée par Gaetano Moretti, architecte et élève de Beltrami, avec le but d'éviter les défauts et assurer le maximum de liaison entre les différentes parties de la structure à travers des systèmes modernes de construction. Restituer à l'identique l'aspect extérieur et les éléments les plus logiques et caractéristiques de la structure interne. Le projet, élaboré par l'ingénieur Daniele Donghi, proposa la reconstruction de 2 cannes, c'est-à-dire 2 cages en briques et mortier de ciment, reliées par un système continu de rampes en béton armé. Le béton formait également l'ossature de la pyramide du toit et la connectait à la tour. La comparaison entre les 2 projets révèle l'étroite interdépendance, mais aussi des attitudes différentes. Beltrami réinterprétait la construction historique et rejetait, je cite, toute idée d'introduire et d'appliquer des matériaux et des méthodes de construction qui suggéraient, par le simple désir d'innovation ou pour une solution trop commode des problèmes, ne répondaient pas à l'organisme statique traditionnel. Dans le projet de Donghi, l'enveloppe, restituée comme il l'était, entourait la structure considérablement repensée, en particulier dans sa partie supérieure. Voici le meilleur système que la science enseigne et qui donne une garantie de plus longue durée. Par ces mots,
la commission résumait les choix de contamination entre maçonnerie et béton, tout en réaffirmant la satisfaction de pouvoir attester par les documents comment et avec quelle garantie la stabilité du nouveau bâtiment avait été assurée. En définitive, au début du XXe siècle, le béton armé était accepté et promu parce qu'il remplissait les exigences d'économie, facilité de modélage, polyvalence d'utilisation, durabilité, sinon éternité. Plusieurs phénomènes commençaient à émerger. D'abord, l'absence d'une opposition entre techniques traditionnelles et modernes. Le choix du meilleur système était basé sur la possibilité de corriger les défauts et d'améliorer les comportements de la structure. Les discussions ou éventuellement les conflits se déroulaient sur l'image extérieure. En deuxième lieu, la requête de durabilité, voire du caractère définitif de la restauration ou de la correction structurelle. Enfin, la nécessité de démontrer la justesse des choix du projet par les calculs. Une impulsion importante dans l'utilisation du béton armé fut engendrée par un banc d'essai d'envergure, le tremblement de terre de Messine. Le 28 décembre 1908, un tremblement de terre dévastateur détruisit la ville de Messine et provoqua des dommages importants à la cathédrale. Il ne resta debout qu'une partie de la façade, des murs de transept et les absides centrales et nord, avec leurs mosaïques normandes. D'autres décorations en marbre, telles que l'apostolat de Montorsoli, le ciboire et les chœurs du XVIe siècle, se sauvèrent également. Le remarquable plafond en bois relevé par Viollet-le-Duc et Prosper Moret fut totalement détruit. L'idée qui prévalut dans la première phase des travaux fut de conserver les vestiges monumentaux. L'archéologue Antonio Salinas, chef de la surintendance service décentralisé de l'État à l'échelle régionale pour la protection du patrimoine, proposa de transformer la nef dans un atrium couvert destiné à l'exposition des sculptures, tandis que les transepts et les absides demeuraient consacrés au culte. La proposition n'excluait pas la possibilité d'une reconstruction intégrale future. Salinas disposa immédiatement la reconstruction de l'abside sud effondrée. Cependant, le travail procédait très lentement et les normes sismiques du 18 avril 1909 introduisirent des règles nouvelles pour la reconstruction. La nécessité d'utiliser des structures de maçonnerie armées ou avec ossature en bois, acier ou béton armé. La suppression des éléments qui pouvaient exercer des poussées, la limitation à 16 mètres de la hauteur du bâtiment. L'ingénieur Francesco Valenti, fonctionnaire alors de la surintendance, conçut un système de consolidation avec un chaînage en fer, des contreforts en béton à l'extérieur et des piliers à l'intérieur, reliés par 3 ordres de poutres et aussi des injections de ciment pour renforcer la maçonnerie. De même, dans les murs du transept, il prévit d'insérer dans la paroi des montants en fer, reliés par des poutres en treillis, de manière à constituer des portiques enveloppés par le ciment. Comme l'a indiqué Salvatore Boscarino, mais aussi Carmen Genovese, les normes sismiques ne pouvaient pas prendre en compte un bâtiment exceptionnel tel que la cathédrale. Cependant, ce premier projet semble vouloir adapter les nouveaux règlements de construction au monument, en essayant de préserver autant que possible les murs encore debout. En 1919, les lignes directrices pour la restauration du bâtiment changèrent. Après la mort de Salinas, les pressions de la ville pour la reconstruction intégrale et l'ingérence du ministère des Travaux publics privèrent de leur pouvoir les autorités responsables de la protection. L'ingénieur Aristide Giannelli et Francesco Valenti furent chargés du projet, le premier pour la structure antisismique et le second pour les aspects architecturaux et décoratifs. Ils réalisèrent un système de portiques poteaux-poutres sur lesquels les décorations furent accrochées. Et évidemment, cette réalisation imposa la démolition de toutes les maçonneries qui avaient déjà été consolidées.
Les absides furent sauvegardées grâce à la présence de mosaïques et un plaquage, volte rétinate, que vous pouvez voir ici, avec des contre-voûtes renforcées d'une armature en fer, furent réalisés. Les commentaires amers de l'historien Enrico Galandra en 1930 racontent bien l'échec d'une reconstruction qui avait conduit à sacrifier même les parties qui avaient survécu au tremblement de terre. Leur cathédrale, elle n'était que la croûte qui avait été superposée à la structure primitive, en la cachant. En rétablissant la croûte sur une structure moderne et rationnelle, ils auraient eu l'illusion de revoir leur cathédrale, mais ils ne pouvaient pas dire qu'ici avaient prié tous leurs ancêtres. La solution, cependant, était destinée à servir de modèle au nom de la sécurité, ce qui fut confirmé par le tremblement de terre de la Marsica en 1915, et comme l'a souligné Tugliaioli, depuis les années 1920, le système de portiques antisismiques en béton armé et remplissage par des murs en maçonnerie connut une large diffusion en Italie, tandis que, dans les autres pays, le béton s'associa surtout à des constructions plus audaces. C'est à la logique d'une ossature résistante insérée dans les parois anciennes qui feront appel les opérations de consolidation dans des bâtiments historiques en Italie. Entre-temps, les destructions de la Première Guerre mondiale en France encourageaient la diffusion du béton armé dans la reconstruction du monument. C'est dans le panorama encore fluide du passage des brevets au système qu'on comprend le travail d'Henri Deneux à Reims, interprété comme un paradigme de la conciliation entre modernité et tradition. La nouvelle charpente de la cathédrale, reconstruite après l'incendie de 1914, s'inscrivait dans le magistère d'Anatole de Baudot. De sa leçon, Deneux avait hérité la préférence pour le système cote-en-sang et l'utilisation de maquettes pour le contrôle et l'explication de la conception structurelle. Conçu selon un système d'éléments préfabriqués, assemblés sur place et facilement transportables, le brevet Deneux réinterprétait la tradition de charpente à la Philibert Delorme tout en transposant au béton la technologie à petit bois. Le choix du béton armé, également soutenu par les principaux contributeurs, Rockefeller Jr., répondait à la nécessité d'économie. Il ne faut pas oublier le manque de bois après la dévastation des forêts, des facilités de réalisation et de prévention des incendies. Dans les fermes de la nef, l'adoption d'un double système d'arbalétrier permis à Deneux d'appuyer la structure sur les murs goudrons et sur une série de corbeaux en béton. La solution contribuait à faire descendre les charges jusqu'au point de reprise des poussées par les arcs-boutants, conformément au principe du XIXe siècle qui visait à rétablir la rationalité constructive et un fonctionnement structurel efficace. Le chantier de Saint-Rémy de Reims nous offre une variation de cette utilisation du béton armé. Les voûtes en pierre, ajoutées à la nef au cours du XIIe siècle, avaient été démolies et reconstruites en bois au cours du XIXe, parce que leur poussée n'était pas suffisamment reprise par les arcs-boutants. Comme l'a bien expliqué Camille Bidou, après les ravages de la guerre, le débat se focalisa sur la question de leur reconstruction, mais en évitant de construire de nouveaux arcs-boutants ou de modifier ce qui existait déjà. Il fallait, comme dit, je cite Léon, il fallait voûter l'édifice comme il était au XIIe siècle, assurant sa solidité sans modifier son aspect. L'application des tirants en fer, solution efficace et compatible, ne fut pas retenue pour respecter entièrement l'aspect de l'édifice. Deneux proposa alors la création d'un système de corsets qui emprisonnait les arcs dublots de la nef à l'estrado et les empêchait de se déformer sous la poussée des arcs-boutants. La solution permit de résoudre les problèmes statiques et le béton fut appelé à soutenir cette récit structurel. En effet, les destructions de la guerre avaient finalement remis en question la théorie de la rationalité du gothique. La variété des fonctionnements structurels constatés dans les édifices endommagés rendait
plus difficile l'application des interprétations codifiées au cours du XIXe siècle. À partir de ce moment-là, les prothèses invisibles permettront aux constructions anciennes de résister bien au-delà de leur capacité physiologique. D'ailleurs, ayant épuisé le rôle de modèle pour la création architecturale, les monuments pouvaient même ne pas respecter les principes de rationalité constructive fruit de l'interprétation du XIXe siècle. En ce qui concerne les systèmes d'éléments assemblables, les brevets de nœuds étaient basés sur une conception traditionnelle qui n'exploitait pas le monolithisme du béton armé. Les choix étaient perdants par rapport à la méthode Hanbik, destinée à l'emporter sur les autres, principalement en vertu de la calculabilité des structures réclamée par la science des ingénieurs. Loin d'être vraiment novateur, le système de nœuds représentait plutôt la transposition d'une technologie ancienne dans un nouveau matériau. C'est là, peut-être, son secret. L'expérimentation de données était néanmoins destinée à rester isolée. Les interventions contemporaines ou plus tardives préfèrent la création de fermes monolithiques et la réinterprétation structurelle du bâtiment selon les principes de construction moderne. Les interventions de l'architecte Émile Brunet dans la cathédrale des Soissons et dans la basilique de Saint-Quentin, souvent citées, étaient vouées à la réalisation d'une ossature indestructible qui reliait entre elles les différentes parties du bâtiment. La terminologie elle-même exprime la reconduction de la maçonnerie à la logique des systèmes poteau-poutre. De même, dans les travaux de l'architecte en chef Pierre Paquehara, la reconstruction attentive des façades avec des matériaux et des techniques traditionnelles ne révèle pas les traces des structures en béton armé qui les soutiennent à l'arrière. C'était en somme un échafaudage sur lequel venaient s'accrocher les murs réduits à des simples plaquages. Il n'y a pas de doute que de plus en plus, on assistait au renversement entre les moyens et les fins. La technologie moderne n'était plus adaptée à répondre aux besoins spécifiques du chantier de restauration. Elle n'était pas non plus la traduction structurelle de l'interprétation historiographique. Il semble plutôt qu'au fur et à mesure que l'utilisation du béton armé s'est diffusée, la technique tendait à imposer des solutions qui lui convenaient et auxquelles les choix de restauration finissaient par s'adapter. En Italie, dans un territoire à risque sismique élevé, la certitude du calcul finalement l'emporta sur l'approche empirique applicable à la construction traditionnelle et sur les évaluations qualitatives des structures en maçonnerie, au moment même où la réflexion sur la formation et la profession d'architecte s'orientait vers les modèles de l'architecte intégral proposé par Gustavo Giovannoni pour lier ensemble histoire, restauration et projet, on assistait à la dissociation entre forme et structure, entre restauration et consolidation, entre questions de nature artistique et questions statiques. Cette dissociation témoignait des ambiguïtés inhérentes à une technique considérée comme un moyen neutre. La confiance dans le béton armé fut essentiellement confirmée en 1931 à l'occasion de la conférence internationale d'Athènes, première rencontre officielle entre les techniciens de la restauration monumentale. Pourtant, malgré les attentes et les déclarations des représentants nationaux visant à démontrer que l'utilisation des moyens modernes aurait facilité le développement d'attitudes toujours plus cohérentes aux principes de la conservation, il ne semble pas que l'innovation technique ait considérablement changé l'approche de la restauration. Elle ne paraît pas non plus avoir influencé l'évolution des théories ou des doctrines. Au contraire, l'analyse objective des interventions réalisées dans la première moitié du XXe siècle montre la singularité de la relation souvent non conventionnelle que la discipline de la restauration établit avec les moyens modernes. En réalité,
la faible connaissance du fonctionnement structurel des maçonneries héritées du passé s'accompagne à une intégration acritique des techniques modernes dans le chantier de restauration sans expérimentation ou vérification préalable. Et tandis que le béton armé s'est présenté comme la solution pour les cas impossibles, une inquiétude émergeait pour la rupture entre l'art des bâtis du passé et celle du présent, pour la perte du savoir-faire traditionnel, pour les métiers de l'artisanat qui devenaient de plus en plus des pratiques de niche. Il est intéressant de souligner qu'en Italie comme en France, la visibilité des éléments en béton armé continuait à être considérée inappropriée. C'est ainsi que l'architecte Ignazio Gavini, l'un des protagonistes des années 1930, pouvait plaider à la résurrection de la loge des papes à Viterbo grâce à l'ossature invisible qui surmontait ses arcades et à la possibilité aussi de reconstruire l'église de San Pietro à Alba Fucens, endommagée par le tremblement de terre de 1915 et pourvue d'une structure antisismique, je cite, sans que cela devait minimalement changer la forme visible. Des expériences telles que la reconstruction du clocher de l'église Saint-Julien de Brioude à Saint-Vaury, réalisée par les frères Perret en 1924 sur un bâtiment non classé, restèrent absolument marginales ou destinées à un patrimoine mineur. Par contre, à propos de l'invisibilité de ces consolidations, on pourrait transposer les concepts de la transparence des formes que Arnaud Tambert utilise à propos de la cathédrale de Noyon. La présence d'une charpente en béton à Reims ou de tout autre dispositif qui garantit des improbables équilibres sont-ils vraiment invisibles? La logique des yeux, comme l'appelle Valeria Pracchi, ne transmettent pas d'informations supplémentaires qui vont au-delà du champ de visibilité. Il est intéressant de noter qu'en 1940, Jean-Pierre Paquet considérait désormais préjudiciable l'esthétique et l'harmonie de l'édifice, je cite, même les efficaces tirants en fer appliqués à la nef de Saint-Lé de Serran dans les tentatives d'empêcher le déversement des murs sous la poussée des voûtes. La solution proposée, après les dégâts de la Seconde Guerre mondiale, fut de réaliser une série de pinces constituées par des poutres en béton armé reposant sur les murs gutturaux et des bras descendant le long des dossérets et noyés dans la maçonnerie. Il faudrait se demander si cette idée d'éviter les tyrans n'est pas surtout une manière d'expérimenter quelque chose de nouveau, plus que la volonté de respecter l'harmonie du bâtiment. L'expérience de Saint-Lé de Serran peut bien représenter un tournant avec le début d'une idée nouvelle de restauration structurelle. L'ancien bâtiment était conservé dans ses dispositions, y compris ses défauts, et les nouvelles technologies devenaient des alliés formidables pour assurer des équilibres hardis, voire même impossibles. Paul Léon avait prédit la possibilité offerte par les ressources de la technique moderne de garder l'esprit, il disait, du Moyen-Âge. Mais cette notion d'esprit d'une période ou d'un bâtiment ne correspond pas à la volonté de préserver les formes inédites portées par chaque œuvre architecturale, de sauvegarder les valeurs d'art et la matérialité authentique. Dans son commentaire à l'intervention de Saint-Lé de Serran, Andrew Talon rapproche les talents des anciens bâtisseurs à celui de ceux qui avaient réinventé la nouvelle structure résistante. Mais à quel prix il s'interroge? Face à la complexité des monuments armés produits par cette saison de la restauration, il est utile d'étudier les raisons et de mettre à nu les illusions. Pendant longtemps, en France, les doutes sur l'interprétation structurelle des monuments médiévaux, imposés par l'observation des destructions de la Première Guerre mondiale, s'estompèrent face aux possibilités de reprise structurelle en béton. Il ne semblait plus nécessaire de comprendre comment fonctionnaient les bâtiments pour assurer leur pérennité. En Italie, l'expérience des tremblements de terre démontre la nécessité de revoir les concepts de compatibilité et de réversibilité structurelle. De toute évidence,
un changement significatif d'attitude par rapport à l'intervention sur les monuments historiques ne pouvait pas naître d'une révolution technique, mais seulement d'une véritable transformation de la perspective historiographique. Il fallait reconnaître les valeurs de ce patrimoine bâti, y compris l'authenticité de sa conception structurelle, qu'il faudrait sauvegarder au même titre que l'authenticité de la matière et des formes. En conclusion, on peut dire que seulement le développement d'une histoire de la construction avec une connaissance appropriée des techniques traditionnelles aurait permis une analyse critique de l'utilisation des moyens modernes dans les chantiers de restauration et une évaluation objective des résultats de ces interventions. En 1981, justement dans le cadre d'un volume consacré à restauration et béton, Antonino Giuffre lançait un appel « Pitié pour les monuments » et déclarait « La statique des monuments est sacrée au même titre que les couleurs du cénacle et sa restauration exige le respect religieux de ceux qui ont comme interlocuteur l'histoire. » Plusieurs pistes de réflexion ultérieure et d'approfondissement sont alors possibles. La première, éminemment historiographique, vise à examiner la relation ambiguë, souvent controversée, que les architectes des monuments historiques établirent avec une modernité en évolution rapide. Une autre, plus précisément technique, se rapporte au destin de ces agencements modernes dans les corps des bâtiments anciens et met en évidence le problème de l'illusoire pérennité du matériau béton à l'épreuve du temps. Merci.